Alors le président de la République a parlé, mais eh bien, à droite, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien, pas que du bien. Et puis comment on se réorganise avec ce nouveau président qui s'appelle Laurent Wauquiez? C'est avec Madame Florence Berthoud que nous sommes ce matin, qui est maire du 5e arrondissement et qui préside le groupe des LR au Conseil de Paris. Jean-Christophe Lagarde, qui est le président de l'UDI, a exclu toute alliance avec les Républicains de Wauquiez, dont il juge la dérive droitière, incompatible avec les valeurs et les objectifs politiques de son parti, l'UDI. Ça vous chagrine? Je dis d'abord à Jean-Christophe. Ça ne vous étonne pas? Je dis d'abord à Jean-Christophe d'attendre un peu. Oui. Je lui dis d'attendre un peu. On a une direction de l'exécutif de notre famille aujourd'hui qui, moi... Qui est en place. Qui est en place. Wauquiez, vous avez voté pour lui? D'abord, je suis présidente du groupe, donc je n'ai pas, présidente de groupe, moi je fais l'unité. Vous avez voté pour lui? Donc je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté. Ah Ça, bon? c'est non, pas comme présidente de groupe. Ah bon? Moi, comme présidente du groupe LRI au Conseil de Paris, mon rôle c'est de rassembler, et c'est de rassembler pour avoir un programme alternatif contre Hidalgo. On va en parler. Ça. Bon. Non, donc ça, c'est un autre sujet. Et nationalement, moi, je ne mélange pas tous les sujets. Je considère que nous avons besoin de nous recéder, qu'un président de groupe doit être là pour faire l'unité. Pour rassembler, il va falloir qu'il s'ouvre. Et il va falloir qu'il s'ouvre sur la gauche de sa droite. Y compris dans le discours. Y compris dans le discours. Et je considère, il est trop à droite, là, pour vous? Et je considère, je l'ai déjà dit, que cet exécutif, aujourd'hui, est un exécutif qui ne donne pas assez de place à la droite humaniste et sociale dans laquelle je me retrouve comme d'autres de mes amis politiques. Vous n'êtes pas de sa droite, en fait, à lui, Wauquiez. Une droite qui tire sur la droite, ça n'est pas ma droite. Et je dis, faisons attention à ne pas aller vers une droite trop identitaire. Alors, comment on rassemble? On rassemble d'abord quand dans un exécutif, on met des profils qui traduisent la diversité de cette droite. C'est le cas ou pas, là? Non, je crois que ce n'est pas encore le cas. Il y a pourtant, donc il faut faire des efforts. Madame Calmel, ce qu'elle a qui... Il faut faire encore des efforts. Il faut ouvrir davantage. Et puis, il faut ouvrir davantage. Et puis, il va falloir travailler aussi, surtout, à changer notre logiciel. Oui. Changer notre logiciel, ça veut dire renouveler les têtes aussi, renouveler le personnel politique, y compris en région. C'est pas encore le cas. Mais ça fait des années qu'on dit qu'il faut qu'on se renouvelle. Hein. Et puis, il y a le programme. Donc, le programme, il faut s'y atteler. Alors, comment vous faites pour... Parce qu'on regarde un petit peu la politique économique de M. Macron, c'est en gros celle que la droite a toujours préconisée. On regarde l'éducation. Vous allez quand même un peu rapidement là-dessus. Et puis alors en plus, Macron... Mais c'est vrai que la réforme du droit du travail... Macron a peut-être de la chance, mais il y a une note de conjoncture de l'INSEE qui sort aujourd'hui qui montre que la croissance en 2017, finalement, elle sera de 1,9% et que les perspectives pour le premier semestre 2018 sont très bonnes. Donc ça va être compliqué pour vous. Il n'y a pas beaucoup d'interstices quand même. Alors, d'abord, je crois qu'on ne peut que se réjouir pour notre pays, quand on l'aime, qu'il y ait des résultats positifs. Il faut arrêter de parier sur l'échec systématique des politiques gouvernementales. Moi, j'aime mon pays. Si les résultats peuvent être là, je suis contente et heureuse pour mon pays. Je suis heureuse si on réduit le chômage. Je suis heureuse si la balance commerciale s'améliore. Pour autant, les résultats de cette année, je ne suis pas sûre qu'il y soit pour grand-chose. Il y a peut-être de la confiance quand même restaurée. Mais en tout cas, la réforme du droit du travail, moi je l'ai toujours dit, je continue à le dire avec mes amis politiques, la réforme du droit du travail est une première marche qui va dans le bon sens. On ne peut pas dire le contraire de ce qu'on a dit pendant des mois quand même. Voilà. Maintenant, il y a aussi des oubliés. Il y a aussi des oubliés. Il y a des oubliés, il y a les classes moyennes, il y a les retraités qui, objectivement, sont totalement oubliés. D'ailleurs, regardez à Paris ce qui se passe, c'est la double peine. Objectivement, des retraités qui ont autour de 1 500 €, on ne peut pas dire qu'ils roulent sur l'or. Ils vont avoir une augmentation de CSG. Ils ont, par exemple, du côté de la ville de Paris qui s'en désintéresse, pour le coup, là, totalement. Ils ont une augmentation vertigineuse de la carte transport. Quand on voit la cote de popularité de Macron, c'est assez étonnant. Là, il remonte très fort, ce qui est assez rare dans l'histoire politique française. En décembre, selon un sondage Odoxa, il prend 9 points à la hausse en popularité, 11 points pour le Premier ministre Édouard Philippe. Vous pensez il avait baissé aussi, il repart. Dans ces conditions, vous pensez que vous pouvez revenir un jour au pouvoir, enfin en 2022 par exemple?
Il y a plusieurs échéances. Il n'y a pas que l'échéance présidentielle. Oui. Tout le monde est obsédé par cette échéance. Il y a les échéances européennes. Il va y avoir les élections locales. L'idée n'est pas de revenir au pouvoir pour revenir au pouvoir. Ça veut dire quoi? L'idée, c'est est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire bien et des choses intelligentes. Alors, prenons les échéances les unes après les autres. Très rapidement, les européennes. Est-ce que ce n'est pas un sujet sur lequel, encore une fois, les Républicains risquent de se fracasser, sachant qu'il y en a qui sont plutôt assez eurosceptiques et d'autres qui sont plus pro-européens? Tout va dépendre à la fois de qui va porter les couleurs, parce que les couleurs, ceux et celles qui porteront les couleurs, ce seront évidemment un acte symbolique fort. Vous êtes pour une Europe, pour plus d'Europe? Comment? Plus d'Europe, ça ne veut pas dire grand-chose. La question... Il faut une Europe. Il faut une Europe forte. Il faut à la fois de l'exigence sur une Europe bureaucratique dont il faut. Vous avez la même vision que Wauquiez de l'Europe? Non, pas tout à fait. Non. Je suis pour une Europe qui évidemment respecte le principe de subsidiarité, mais je suis pour une Europe qui va aller de l'avant, qui va peut-être se recentrer aussi sur les 6-7 États. Qui sont les États moteurs de cette Europe. Le couple franco-allemand est un couple qui est absolument majeur. Là où il faut que nous avancions, et c'est peut-être là où la République en marche est aujourd'hui assez faible, c'est sur cette Europe de l'homogénéisation fiscale, sociale. On a vu que le président, sur la question majeure des travailleurs détachés, a eu beaucoup de mal à avancer. Oui, enfin, vous n'avez rien fait, donc vous pouvez le franchement, dire, comment? Vous n'avez pas fait grand-chose là-dessus. Sur les travailleurs détachés, on n'avait pas fait grand-chose. C'est le premier qui a fait quelque chose. Mais il y avait aussi beaucoup d'engagement du président de la République. Bon, le salaire est payé dans le pays, mais les cotisations continuent à être payées dans le pays d'origine. Il va falloir traiter courageusement la question des frontières. La question des frontières. La frontière, vous le savez, c'est quelque part le remède le plus sûr le projet de loi contre aussi cette épidémie des murs, comme disait Régis Debray. Le projet de loi immigration que porte Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, vous convient? Il est assez ferme aussi pour les reconduites à la frontière des déboutés du droit d'asile. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Il y a ce qu'on annonce et puis il y a la réalité. Donc vous verrez à la sortie. Il y a la réalité. On voit que le budget 2018, objectivement, n'est pas très cohérent avec les annonces. Regardez par exemple ce qui a été budgété pour les reconduites forcées à la frontière. Si vous regardez le budget qui a été fléché pour les reconduites forcées à la frontière, vous verrez qu'on est à peine au-dessus des actuelles reconduites qui représentent 20% seulement des députés du droit d'asile. Donc, mais il faut de la cohérence, c'est-à-dire qu'on peut dire plus de reconduites, plus de reconduites, si vous n'augmentez pas les moyens pour les reconduites forcées, mais aussi un sujet très important, les moyens qui sont dans les préfectures. Parce que si vous voulez réduire, et vous savez que c'est un sujet majeur de réduire le délai de traitement des demandes d'asile de 14 mois à 6 mois, il faut augmenter les moyens en préfecture, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On parle de la ville de Paris? De la vie même de l'OFPRA. La ville de Paris, objectif 2020? Je pense que nous avons une maire de Paris, Madame Hidalgo, qui est vraiment dans le virtuel, dans une politique de déni permanent. Sur quel front? Sur quel sujet? Sur tous les sujets du quotidien de la période, avec en plus un problème... Non, mais ce n'est pas le seul sujet. Avec un problème aussi d'exemplarité et de cohérence des trajectoires qu'elle donne. Elle est loin d'être exemplaire. Ces 3 derniers mois, 3 rapports de la Chambre régionale des comptes ont pointé des irrégularités ou des problèmes énormes de gestion. Alors c'est sur les marchés publics pour la Grande Roue et les marchés de Noël, c'est sur les cabinets pléthoriques, c'est sur la désorganisation de l'administration parisienne. Savez-vous combien de collaborateurs à la mairie de Paris travaillent soit à la direction de la communication, soit ont des fonctions de communicants dans les directions centrales? Combien? 417 équivalents temps plein partagés. C'est du jamais vu. On a la même chose pour les collaborateurs de cabinet. Beaucoup d'argent jeté par les fenêtres. Il y a beaucoup d'argent jeté par les fenêtres. C'est tellement vrai que
On est passé d'un endettement de 4 milliards à 6 milliards à mi-mandat. Vous imaginez? Je lui ai dit, d'ailleurs, jamais aucun maire de Paris n'a autant dépensé en si peu de temps à tel niveau. Pourquoi? Parce que les dépenses de fonctionnement filent, mais ce qui est assez étonnant, c'est que les dépenses de fonctionnement filent, mais les recettes ont augmenté. Est-ce que vous êtes en ordre de bataille pour pouvoir lui ravir la ville de Paris? En tout cas, nous avons une volonté commune, et moi, j'ai comme présidente de groupe la volonté de rassembler. Et de rassembler. Ça sera vous la candidate? Non, ça ne sera pas moi. Pourquoi? Parce que je considère que être en ordre de marche, il faut avoir un président ou une présidente qui fait le job, qui rassemble, qui pousse à travailler. Rachida Dati, ça y est, il y a des jours de cotisation. Nous n'en sommes pas là. Oui. En tout cas, il y a des personnes de talent. Nous n'en manquons pas. Et surtout, nous devons... Il est uni, le groupe? Et surtout, nous devons rassembler jusque à la gauche du centre. Il est uni, ce groupe? Il y a beaucoup d'interrogations, c'est vrai. Nous avons des collègues... Parce que quand on entend M. Goasguen, il sait tout juste s'il ne va pas faire campagne pour le candidat de la République En Marche, lui. Ce qui est important, c'est que dans mon groupe, dans le groupe que je préside, vous avez des personnalités comme Claude Goasguen, et puis vous avez des personnalités comme Pierre-Yves Bournazel. Voilà, et c'est ça. Ils sont plutôt En Marche. Qui est très bien. Et puis, nous avons le maire du 6e, nous avons des élus qui sont des élus mobilisés contre la politique sectaire de Mme Hidalgo. Donc ça, c'est plutôt bien, et c'est ce à quoi il faut qu'on s'attelle, avoir un contre-projet, notamment pour qu'il y ait plus de services publics pour les Parisiennes et les Parisiens. Si je vous dis, pour conduire la liste, pour être maire de Paris en 2020, Rachida Dati, c'est oui ou c'est non pour vous? Ah, mais je pense que c'est, pardon, mais une très mauvaise manière d'imaginer la bataille pour Paris. La bataille pour Paris, c'est d'abord un programme et ce sont des rassemblements. Si on n'a pas de programme et si on ne se rassemble pas, peu importe ce programme, vous êtes la en train de le bâtir? Oui, nous sommes en train de le bâtir. Nous sommes en train de le bâtir sur les services publics pour faire des propositions. En accord avec le siège du parti ou c'est votre propre travail? C'est notre programme. Je pense que le programme pour Paris n'a pas besoin d'être validé par de hautes instances. Beaucoup de pragmatisme et beaucoup de volonté. On continue avec les questions des internautes, sans doute beaucoup de Parisiens et Valentin Pilate dans le studio qui va se faire l'écho de vos questions. Valentin, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Florence Berthoud. Oui, beaucoup de Parisiens, même Flo, à vrai dire, qui vous demandent, n'en avez-vous pas marre de Madame Hidalgo comme maire de Paris, en précisant les camps insalubres de migrants en plein Paris ou la circulation devenue infernale sur les berges? Alors, ce sont deux sujets qui sont totalement différents. Les camps, pourquoi on en est arrivé là à Paris? Parce que Madame Hidalgo a laissé les camps se monter dans les arrondissements. Et puis après, on les démantelait quand vraiment le voisinage n'en pouvait plus. Elle est responsable alors, d'après vous? Elle est pour partie responsable, en tout cas, parce que ça existe dans d'autres villes, vous le savez. Bien sûr, et bien sûr. Alors, il faut qu'on soit tous responsables. Hein. On ne peut pas laisser des milliers de migrants. D'abord, il fallait construire cette affaire-là avec l'État. Je rappelle que quand elle a créé le camp humanitaire, elle l'a fait contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Cazeneuve, qui avait dit « Attention, vous allez avoir une espèce de phénomène hotspot et vous allez attirer des centaines et des centaines de migrants. » C'est ce qui s'est passé, et aux alentours, on n'a pas créé les sanitaires qu'il fallait, on n'a pas déployé les services de propreté qu'il fallait. Donc, évidemment qu'on doit être dans une logique d'accueil, mais force est de constater qu'on n'a pas travaillé avec l'État. Si vous étiez maire de Paris, vous feriez quoi? Moi, d'abord, je travaillerai avec la préfecture et je travaillerai avec l'État pour répartir harmonieusement les camps. Répartir où? Répartir sur la région, sur la région parisienne. Et une partie du job aussi et du ressort de l'État. C'est encore une fois la politique de reconduite à la frontière pour les débouter du droit d'asile. Et il faut avoir un langage qui soit un langage à la fois d'humanité, le droit d'asile doit être défendu, mais aussi un langage de fermeté. L'autre sujet, qui est très important, c'est celui de la circulation. Celui de la circulation, qu'est-ce qui s'est passé? On a une maire autocrate qui a décidé du jour au lendemain, parce qu'elle avait besoin de donner des gages à la gauche de sa majorité, de fermer la voie à Pompidou. Pourquoi pas dans 2 ou 3 ans? Mais ça se prépare, une décision comme ça. Regardez toutes les grandes capitales. Ça a été fait en dépit du bon sens, contre l'avis
contre l'avis du commissaire enquêteur de l'époque et contre l'avis du préfet de police. C'est quand même extraordinaire. Moi, je rappelle que quand vous perdez 1 minute pour vous acheminer sur les lieux d'un drame, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire une crise cardiaque, 1 minute, c'est 10% de chances de survie en moins. Qu'est-ce qui se passe? Les Parisiens sont en train de vivre plein pot l'augmentation de la pollution. Et il y a un déni de réalité totale. Question. Je pense que Flo a eu sa réponse. On a une autre remarque et question d'Alexandre qui dit « On dit souvent que Macron fait une politique de droite », c'est la remarque d'Alexandre, mais qui aimerait savoir si vous partagez son avis sur le fait qu'il ne va pas assez loin dans la baisse des dépenses publiques et la réforme de l'État. Ça, c'est l'avis d'Alexandre. C'est l'avis d'Alexandre, absolument. Moi, je pense qu'il ne va pas assez et que notamment, il demande beaucoup d'efforts aux collectivités. On y revient. La trajectoire des 13 milliards d'euros, sachant que ces collectivités, c'est elles qui portent 70% de l'investissement public en France. Et il le demande insuffisamment à l'administration centrale. Autre question. Évidemment, avec discernement. On ne va pas aller réduire les effectifs des hôpitaux, par exemple. Mais force est de constater qu'en administration centrale, on a encore beaucoup de marge de progression. Question. On revient sur Paris. C'est une question de lancer cette fois qui vous demande si c'est vraiment la faute de Madame Hidalgo si Paris en est là aujourd'hui. Ou est-ce que vous pensez que ça remonte à quelques autres quinquennats écoutez, d'abord, il y a deux choses. À chaque fois que la droite est divisée, évidemment, on perd. Bon, c'est ce qui s'est passé en 2001. On ne va pas réécrire l'histoire. Maintenant, si on en est là aujourd'hui, regardez la trajectoire depuis 3 ans. 50% d'augmentation de l'endettement, c'est du jamais vu. La propreté, qui est vraiment le cadet, mais le cadet de ses soucis. Je préside, à la demande de mon groupe, une mission d'information. Paris est plus sale parce qu'il y a à la fois une désorganisation totale des services et un déploiement de moyens qui est totalement désordonné. Et puis aussi, c'est vrai que les comportements ont évolué. Je préside une mission d'information. Nous allons faire dans quelques semaines des propositions concrète à la maire de Paris. D'ailleurs, c'est une mission d'information dont le rapporteur est un socialiste. Nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de propositions. J'espère qu'elle va nous écouter et qu'elle va déployer les moyens suffisants. Car depuis 2001, on a perdu plus de 1110 agents à la propreté. Ça, c'est une réalité. Valentin, dernière question. Une dernière question. Tout d'abord, Flo, vous remercie pour votre réponse très précise sur Paris. Et je terminerai sur la question de Marie-Amélie qui aimerait savoir si, en tant qu'élue femme, quel a été votre ressenti sur cette longue séquence Balance ton porc? Est-ce que ça vous a interpellé? Je n'ai pas aimé le vocabulaire. Voilà. Maintenant, je pense que c'est un ras-le-bol qui a au moins permis de libérer la parole. Mais on n'est pas tout à fait sorti de cette affaire-là. Il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de misogynie. Vous voyez, dans tous les lieux de pouvoir. Y compris au Conseil de Paris? Y compris au Conseil de Paris, pas spécifiquement, honnêtement, au Conseil de Paris. Mais il faut se battre pour que la condition féminine progresse. Voilà, c'était le talk de Florence Berthou que nous remercions. Merci à vous. Merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses. Merci Valentin. Merci. Et puis à vous, un grand merci et rendez-vous demain. Merci.